Sciences Po est de gauche, mais il n'y a pas une politique de gauche. Moi, je veux le pluralisme. On a encore une surreprésentation d'étudiants qui viennent de classes sociales favorisées. J'ai l'impression, par exemple, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trop aborder sans se faire catégoriser assez rapidement parfois. On peut le faire, on est autorisé à le faire, mais on risque la mort sociale. Y a-t-il trop de copinage dans les grandes écoles? Ça dépend lesquels et pas à Sciences Po. Alors, trop, je sais pas. Il y en a historiquement, mais je trouve qu'il y a des gros efforts qui sont faits un petit peu sur différentes grandes écoles. Enfin, il y a un mouvement en tout cas qui pousse à justement réduire ce phénomène. Ça dépend lesquels et ça dépend aussi la voie d'admission par laquelle on entre dans une grande école. C'est un concours, si c'est par dossier ou si c'est une autre voie d'admission. Je pense que ça a été un problème un jour et qu'aujourd'hui Sciences Po a pris la mesure de la chose et qu'en tout cas à Sciences Po c'est plus un fait. Ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que Sciences Po en l'occurrence a par exemple un partenariat avec l'Institut de l'engagement qui justement promeut l'admission et met en avant des parcours d'engagés civiques. C'est des gens qui ont fait un parcours civique par exemple. Je pense que vous pourrez en parler mieux que moi, mais l'idée c'est aussi que Sciences Po diversifie ce recrutement à des profils un peu moins académiques et un peu plus engagés. Et il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'écoles qui ont rejoint le mouvement aussi. Donc c'est une des mesures qui ont été prises, je trouve, et qui est intéressante à regarder. Ouais, et c'est vrai qu'on n'a pas le droit de commenter, mais je commente quand même. Il y a 25 ans, on avait 70% de Parisiens parmi les admis. On peut parler de copinage, parce que le copinage, c'est la relation de proximité, y compris géographique. Aujourd'hui, les Parisiens, c'est 10% des admis. Donc c'est plus du copinage, ou alors c'est du copinage national, international, parce que par ailleurs, on a 50% d'étudiants internationaux. Donc en fait, c'est pas l'entre-soi. Quand on parle de copinage, on pense à l'entre-soi. Et ce n'est pas le cas à Sciences Po. Vu l'ouverture sociale, géographique, internationale, ce n'est plus le cas, notamment pour reprendre l'expression de Lou. Sciences Po est-il de gauche? Vrai. Je dirais que vrai aussi. Factuellement vrai. Absolument vrai. Sciences Po est l'école qui forme le plus de nos dirigeants politiques. Sciences Po est de gauche, mais il n'y a pas une politique de gauche. Moi, je veux le pluralisme. Et Sciences Po forme des dirigeants politiques, c'est vrai. Pas une majorité, si on voit le nombre général. Et par ailleurs, 70% des étudiants vont dans le privé. Donc Sciences Po ne forme pas que des dirigeants politiques. Vrai, il y a qu'à voir le nombre de pourcentage d'admis du coup à l'INSP cette année qui vient de Sciences Po. Je pense que ouais, c'est une écrasante majorité, effectivement. Une bonne partie d'entre eux, et notamment des personnalités politiques qui aujourd'hui sont très connues. Donc ça, on ne peut pas l'ignorer. Après, je ne pense pas que ce soit le but premier de Sciences Po non plus, mais c'est indéniable. Vrai, mais je pense de moins en moins, et d'autant plus si la droite disparaît à Sciences Po. Sciences Po est une école de bourgeois. Alors, ça a été historiquement vrai. Il faut se dire que dans les grandes écoles, il y a quand même les classes sociales plus favorisées, mais à Sciences Po, il y a encore une fois la plus grande ouverture sociale dans une grande école. On a quasiment 30% de boursiers, il n'y a aucune grande école en France qui a cette proportion-là. Donc c'est une école ouverte, c'est une école ouverte sur le plan social. Vrai, mais encore une fois, beaucoup de mesures qui sont prises, et on le voit au quotidien avec tous les amis qu'on peut se faire aussi, donc ça avance, mais ça reste vrai pour moi. Vrai, on a encore une surreprésentation d'étudiants qui viennent de classes sociales favorisées. Et certes, si on compare avec d'autres écoles, Sciences Po a une ouverture sociale qui est plus avancée, mais ça n'empêche qu'on a toujours encore un bon pourcentage d'étudiants qui viennent de CSP+. Vrai si on compare à l'université, faux si on compare aux autres grandes écoles et même à ce qu'a pu être Sciences Po il y a quelques années. Sciences Po est la meilleure école de France. Vrai, évidemment, vrai, à tout point de vue. Je ne vais pas faire une infidélité à l'EM Lyon non plus, mais dans sa catégorie, je pense qu'elle boxe parmi les leaders. Ouais. Pas seulement en France d'ailleurs. Je dirais qu'en sciences humaines, oui, clairement. J'en ai pas testé d'autres, donc je sais pas. Il y a des sujets dont on ne peut pas débattre à Sciences Po. Faux. En tout cas, depuis que je suis là, faux. Je dirais plutôt vrai. Toutes ces questions de genre, etc., ça fait l'actualité récemment. Je trouve que ça soulève des questions, en tout cas des débats, et j'ai l'impression, par exemple, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trop aborder sans se faire catégoriser assez rapidement parfois. Donc je dirais plutôt vrai. Faux, on peut débattre de tout. Et après, c'est normal que certains sujets de débat soient plus conflictuels que d'autres, mais dans les faits, on peut vraiment débattre de tout avec tout le monde à Sciences Po, et même si les positions divergent. On peut le faire, on est autorisé à le faire, mais on risque la mort sociale.
Il y a des sujets dont on ne devrait pas débattre à Sciences Po. Moi, je pense que tout ce qui relève d'un cadre juridique et républicain doit pouvoir être débattu à Sciences Po. Alors, pour le coup, on débat de tout. Enfin, il y a tout plein de sujets qui sont abordés au quotidien. Il n'y a rien dont on ne peut pas débattre. Par contre, effectivement, il y a, comme tu dis, peut-être une mise à l'écart social ou autre sur certains sujets. Ouais. Effectivement. On doit pouvoir débattre de tout, en effet. Après, cette mort sociale dont vous parlez, elle est plus ou moins légitime en fonction du sujet. On devrait pouvoir débattre de tout, évidemment, enfin tout ce qui est dans le cadre de l'entendable et du légal. Il y a trop de cancel culture à Sciences Po. Moi, je n'entends pas, en tout cas, une cancel culture qui serait adoubée et accompagnée par l'administration, parce que la cancel culture, elle peut naître dans certains groupes ou des volontés, mais moi, je n'ai jamais appliqué, depuis que je suis là, la moindre décision qui relèverait d'une forme de cancel culture. Donc, je considère qu'il n'y a pas de cancel culture au présent à Sciences Po. Moi, je trouve qu'il y a un mouvement peut-être de fond. On sent que c'est quelque chose mais c'est aussi propre à la société en elle-même. Je trouve que Sciences Po, c'est le miroir aussi de la société d'une certaine manière. Mais on peut aborder beaucoup de sujets, on peut aborder plein de sujets ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a une trame de fond quand même qui suit un petit peu les tendances sociétales. Donc plutôt vrai sur certains sujets. Je trouve pas qu'il y ait une cancel culture qui domine à Sciences Po. Après, oui, il y a des sujets... Enfin, on a une évolution de la société en général qui est symptomatique, enfin on a une évolution plutôt à Sciences Po qui est symptomatique d'une évolution de la société. C'est pas à nous de dire si elle est bien ou pas, mais je pense pas qu'il y ait de cancel culture à Sciences Po à proprement parler. Je pense pas qu'il y ait de cancel culture non plus, déjà parce que c'est un anglicisme que derrière on peut mettre beaucoup de choses qui ne veut pas dire grand-chose. Je pense qu'il y a un déplacement des problématiques qui sont traitées majoritairement dans la plupart des cours et de la vie globale des étudiants qui peut, comme on l'a dit, mettre à l'écart certaines personnes qui ne pensent pas pareil, mais après il n'y a pas de cancel culture systématique. L'apprentissage dans les grandes écoles est trop théorique. Alors, à Sciences Po, évidemment, non, puisqu'on a vraiment deux jambes. Une jambe qui sont les savoirs interdisciplinaires fondamentaux et l'autre jambe qui est l'expertise professionnelle que vous pouvez acquérir au moment du master, parce que les écoles sont professionnalisantes. Donc à Sciences Po, on fait les deux. On fait les savoirs fondamentaux interdisciplinaires et après, l'expertise professionnelle. Donc on fait vraiment les deux, c'est pas trop théorique. Je répondrais que non. Du coup, d'un point de vue école de commerce et de Sciences Po, c'est aussi nous, avec le temps qu'on a à disposition en parallèle des cours, d'appliquer aussi ce qu'on apprend en cours. Donc il y a aussi des stages, il y a des alternances, il y a beaucoup de choses qui permettent d'appliquer ça. Et après, c'est association, par exemple, aussi. Donc c'est sur le temps libre. On est poussé, je trouve, chacun quand même à mettre en application ce qu'on apprend en cours. Donc ça dépend de ce que les gens font de leur temps libre. Mais je trouve qu'elles sont de plus en plus professionnalisantes. Et c'est de moins en moins théorique au sens pur, parce que ça a trop été critiqué dans les années précédentes. Faux, si on prend la formation de Sciences Po en 5 ans, en fait c'est un peu une formation en entonnoir où pendant les premières années d'études, on a en effet des cours qui sont très théoriques, mais parce qu'on a besoin d'avoir un socle de connaissances théoriques pour ensuite se professionnaliser et pouvoir se diriger vers des masters qui sont un peu plus précis, un peu plus pratiques. Mais oui, en effet, au début, à Sciences Po, on a des cours qui sont très théoriques, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de mal. Absolument faux. Pour être à l'université et à la fois à Sciences Po, j'ai l'impression que la formation de Sciences Po nous enjoint vraiment à être de véritables citoyens engagés et ancrés dans la vie réelle et professionnelle. Et à ce titre-là, on ne peut pas dire que la formation est trop théorique. Cela va devenir de moins en moins important de faire des études supérieures. Faux, mais c'est pas suffisant. Je pense que de plus en plus, quand on voit dans les entreprises la question des soft skills ou la question des talents qui peuvent être pris en compte, on embauche de plus en plus des personnalités et pas simplement des CV. Et donc je pense que les études supérieures sont évidemment un socle indispensable, mais qui n'est pas forcément suffisant et qu'il faut aussi évidemment vivre, faire d'autres choses, s'engager dans différentes initiatives. Et donc je crois que ça, Sciences Po le permet. Et de plus en plus, effectivement, les recherches de CV par les DRH ont lieu notamment avec cette dimension-là. Donc c'est pas seulement suffisant. Faux. Même si la connaissance s'acquiert en ligne, on a dans les écoles quand même, je trouve, la transmission, parfois même une relation de mentor avec certains enseignants, certains responsables de pôle, qu'Internet ne pourra pas t'apporter. Plus un réseau, du coup, comme vous venez d'en parler, qui peut être ultra apprécié aussi dans l'entreprise.
Je pense aussi bien dans les boîtes derrière qu'ensuite en termes de connaissances et de perspectives. Avoir un enseignant qui peut te prendre sous son aile aussi parfois, ça n'a pas de prix. Donc faux. Complètement faux aussi, d'abord parce que les recruteurs cherchent à avoir des profils de personnes qui ont fait des études supérieures. Donc forcément, c'est un peu signer à sa propre mort professionnelle si on décide de s'arrêter malheureusement au bac. Maintenant, l'enjeu, c'est vraiment d'ouvrir cet enseignement supérieur à tout le monde. Et vous avez parlé des soft skills, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé. Les recruteurs, ils cherchent un peu à avoir des profils qui associent hard skills et soft skills. Et en fait, l'enjeu, et c'est ce qui se fait aussi à Sciences Po, mais c'est de réussir à avoir des profils qui ont des savoir-faire, mais aussi des savoirs comportementaux, des engagements associatifs, syndicaux, civiques. Et donc je pense pas que de moins en moins de gens vont faire des études supérieures. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, absolument faux. Je pense en revanche, comme vous l'avez dit, que ça ne suffira plus dans le futur, qu'il faut à la fois développer un engagement et les soft skills dont tu parlais, mais aussi mettre l'accent sur la professionnalisation dès la fin des études et pas attendre d'être diplômé donc par des stages, une alternance, etc. Mais ce qui est proposé à Sciences Po. Tu me tends une belle perche pour celle d'après. Tous les étudiants devraient travailler pendant leurs études. Pas travailler leur devoir, évidemment. Travailler, avoir un job étudiant ou autre, être en freelance. Moi, je pense que tous les étudiants devraient avoir des expériences diverses. Je ne sais pas si on dit travailler derrière. Alors, parfois, ça peut être pour des raisons financières, mais en tout cas, le fait d'avoir, que ce soit le parcours civique, par exemple, à Sciences Po, qui permet une expérience dans une association de solidarité au contact des publics, que ce soit les stages ou l'apprentissage, que Sciences Po développe, et j'ai souhaité que dans tous les masters, dans toutes les écoles, on puisse avoir une possibilité d'apprentissage, ça je pense que c'est très important. Parce que comme ça a été dit, quand on arrive sur le marché du travail, on ne peut pas simplement arriver avec un bagage théorique. Après, faut-il travailler, en tout cas il faut avoir des expériences. Et après, effectivement, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler pour des raisons financières. Mais en tout état de cause, avoir une expérience pendant ses études me paraît indispensable, oui. Alors vrai, avoir une expérience pro, même pendant ses études, personnellement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai monté 2 ou 3 sociétés il y a 4 ans. Et c'est des rencontres, c'est de l'adrénaline au quotidien. C'est voilà, un petit bébé qui grossit au fur et à mesure du temps. Donc mes études n'auraient pas eu la même saveur sans justement cette expérience professionnelle. Après, la contrepartie, c'est que comme tu n'as que 24 heures dans une journée, il faut que tu fasses des choix. Donc moi, j'ai sacrifié ma vie associative. Voilà, je suis un petit peu ce qu'on appelle un ghost en asso. C'est-à-dire que je viens très rarement aux événements parce que justement, il y a mes boîtes qui me prennent tout mon temps. Mais oui, vraiment, c'est aussi un moyen pour les écoles payantes de pouvoir financer ces études. Et nous, on avait un challenge, par exemple, c'était de finir les études sans avoir 0 € de crédit sur le dos. Et du coup, grâce à Sciences Po, il y avait la bourse. Donc finalement, moi, j'étais boursier, j'avais 0 € à payer. Mais en école de commerce, même malgré une bourse, j'avais quand même des frais de scolarité à payer. Avec mon associé Dorian, on s'est dit, vas-y, on se met 3 ans pour financer chacun 45 000 € de frais de scolarité. Et du coup, Paris, ça va être bon, on va être diplômé dans quelques semaines et ça sera fait. Donc je pense que c'est aussi une belle opportunité d'y aller, quoi. Parce qu'on a du temps en école, donc il faut le mettre à disposition. Tout le monde devrait avoir l'opportunité d'avoir des expériences. Malheureusement, ça dépend dans quel paradigme on se place. Tous les étudiants précaires à l'heure actuelle travaillent déjà pendant leurs études, mais ce n'est pas forcément des expériences qui vont être valorisées sur leur CV parce que ça va être des métiers qui vont être pénibles. Donc dans un monde idéal, bien sûr, on pourrait faire des études et en parallèle avoir des expériences professionnelles valorisantes et prestigieuses. On pourrait faire des stages, de l'alternance à côté, etc. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas accessible à tout le monde parce qu'il y a d'autres facteurs extérieurs qui rentrent en jeu aussi. Mais oui, ce serait, dans un monde idéal, on aurait ces expériences-là professionnelles qui viendraient compléter les formations académiques qu'on a. Vrai, je pense que c'est exactement ça. C'est l'idée de compléter la formation académique et que toute expérience, qu'elle soit prestigieuse ou non, apporte un vrai plus. Et même par rapport à Sciences Po, ça nous permet aussi de voir la vie réelle, le monde du travail. Et si après on est amené à occuper un poste à responsabilité, ça peut être qu'un plus de connaître la réalité de terrain. Après, je pense que ça peut être un travail salarié ou alors même monter une boîte, mais ça peut aussi également être un travail associatif qui peut être parfois très prenant pour certains étudiants. Je pense à des étudiants qui président des associations, qui sont très engagés en politique. Ça leur apporte indéniablement un bagage très fort. C'est pour ça qu'il faut que l'école suive aussi. Je trouve que moi, d'un point de vue personnel, que ce soit
en école de commerce ou à Sciences Po, j'ai trouvé que l'école était assez mal adaptée à des profils qui, par exemple, où on a besoin de beaucoup de temps. En particulier, par exemple, des fois, je me rappelle de rendez-vous ultra importants. Si je le ratais, je savais que je ratais une collaboration. J'avais un cours que je ne pouvais pas rater à ce moment-là et du coup, tu as des dilemmes. Donc je pense qu'on n'est peut-être pas encore assez développé, mais c'est dans le plan stratégique de Sciences Po d'ailleurs de renforcer sportifs de haut niveau, artistes et entrepreneurs en particulier.